Le fer est froid contre sa gorge. Ce n'est pas un froid comme les autres. C'est un froid qui n'appartient ni à la nuit ni à l'aube, mais aux objets qui ont touché trop de vie et leur ont toutes survécu. Brenise a 29 ans et à chaque respiration, elle sent le poids du cercle se resserrer là où l'air devrait passer sans effort. Le métal lui laisse sur la langue un goût vieux, aigre, comme si l'histoire s'était rouillée et que quelqu'un l'obligeait à l'avaler. Il y a 17 jours, elle était reine de Cappadoce. Pas une femme importante, pas une leader de plus, mais la voix qui soutenait un royaume qui s'était tenu debout pendant 3 siècles sans baisser la tête. Pendant 7 ans, ils ont défié Rome, 7 ans de camps dans les collines, de routes secrètes, d'accords scellés dans le silence, de nuits où les messagers couraient comme des ombres pour que le royaume continue de respirer. 7 ans où Brenise a regardé le pouvoir dans les yeux et s'est permis de prononcer une phrase qui ne se pardonne jamais, que sa terre brûlerait avant de s'agenouiller. Maintenant, elle s'agenouille sur la pierre humide. Ses poignets sont liés derrière son dos, et ses cheveux ont été réduits à une trace rêche, presque une négation. À cet endroit, même les cheveux sont traités comme une menace. Non pas parce qu'ils pourraient blesser un soldat, mais parce qu'ils pourraient servir à une reine pour échapper au dernier rôle qu'on lui a assigné. Car Rome ne se contente pas de vaincre. Rome a besoin de montrer. Au-delà des barreaux, le camp s'éveille. Ordre sec en latin, casque heurtant le sol, sangle se tendant, métal s'entrechoquant. La journée commence avec l'efficacité d'une machine qui ne ressent rien. Et pourtant, chaque son semble avoir une intention. Tout se prépare pour la route vers l'ouest, vers le centre du monde que Rome a décidé d'être. Vers la ville où le nom d'un général peut devenir destin. La cellule sent l'urine, la vieille paille, et quelque chose que Brenise a appris à ne pas nommer. Une douceur pourrie cachée sous tout, comme un fruit oublié jusqu'à devenir ombre. Il y a 3 jours, un corps a été retiré d'ici. Elle ne l'a pas vu, mais l'odeur n'a pas besoin de témoin. Elle reste comme un avertissement. Il y a des gens qui cessent d'être utiles avant d'atteindre leur fin publique. Un garde l'observe de l'extérieur. Il ne la regarde pas avec désir. Ce serait plus simple si c'était du désir. Il la regarde avec calcul, avec cette évaluation froide que l'on fait d'une marchandise qui doit durer. Ses yeux parcourent sa posture, sa peau, son visage, comme s'il mesurait ce qu'il reste de reine en elle, et ce qu'il manque pour la transformer en un objet obéissant. Et à cet instant, Brenise comprend quelque chose qui n'apparaît ni dans les discours ni dans les statuts. La procession à Rome n'est pas le véritable châtiment. C'est juste la scène, juste le jour final. Ce qui se passe avant, c'est ce qui pèse. Des mois. Le mot s'installe dans son esprit comme une pierre. Des mois de route, des mois de surveillance, des mois de préparation. Des mois pendant lesquels la défaite ne s'annonce pas par un coup visible, mais par une insistance lente, méthodique, comme une goutte sur la même surface jusqu'à la faire céder. Rome ne détruit pas toujours avec du bruit. Parfois, elle détruit avec patience. Un homme s'approche de la cellule. Son armure n'est pas celle d'un soldat ordinaire. Sa manière de se mouvoir non plus. Il ne demande pas qui elle est. Il n'en a pas besoin. Les gardes se redressent en le voyant, et ce petit geste révèle son importance. « Tu es la Cappadocienne », dit-il, comme si son titre n'était qu'un inventaire. Brenise lève les yeux. Elle se souvient encore de l'aspect du pouvoir avant qu'on ne vous l'arrache. L'homme mentionne une bataille, un nom, une mort que Rome considère comme une dette. Elle ne s'excuse pas. Elle ne se recroqueville pas. Elle laisse simplement les mots sortir, avec une fermeté qui la surprend elle-même. C'est moi qui ai donné l'ordre. Le silence qui suit n'est pas de l'admiration. C'est un enregistrement, une note mentale. Alors l'homme lui donne le vrai chiffre, le vrai calendrier de sa condamnation. 8 mois. 8 mois avant de marcher enchaîné dans des rues qui ne lui appartiennent pas. 8 mois avant que son visage ne serve de preuve. 8 mois pour que Rome fasse d'elle ce que Rome fait le mieux, transformer une histoire vivante en un symbole contrôlé. Brenise sent que l'air devient plus lourd dans sa poitrine. 8 mois, et que m'arrivera-t-il d'ici là ? Demande-t-elle. L'homme sourit, mais ce n'est pas un sourire humain.
c'est le sourire d'un système qui a déjà décidé. « Tu seras préparé », répond-il, « pour que tu joues ton rôle. » Et dans cette phrase, Brenise entend quelque chose qui la transperce comme une porte qui se referme, car elle comprend enfin que son corps n'est pas l'objectif principal. L'essentiel, c'est sa signification, ce qu'elle représentait, ce qu'elle peut encore représenter si on la maintient en vie assez longtemps. Une main ouvre la porte de la cellule. La lumière de l'aube lui fait mal aux yeux quand on la fait sortir. Autour d'elle, les soldats s'arrêtent pour la regarder, non par curiosité, mais parce qu'une reine capturée est une annonce. Voilà ce qui arrive à ceux qui résistent. Elle voit des rangées de prisonniers, des chariots chargés de trésors, et dans l'un d'eux, entre l'or et les étoffes, elle distingue quelque chose qui lui coupe le souffle. Sa couronne. Elle ne pleure pas. Elle ne leur fera pas ce cadeau. Mais elle mémorise l'emplacement du chariot. Elle mémorise les visages de ceux qui le gardent. Elle mémorise tout, car il ne lui reste qu'une seule arme, l'information. Et tandis qu'on la conduit vers la tente du général, Brenise décide quelque chose qui semble petit, presque ridicule face à la taille de Rome. Elle décide que si ce système veut la transformer en un symbole vide, elle tentera de cacher une étincelle là où personne ne regarde. Une pensée, un plan, un fil secret pour ne pas disparaître entièrement. Car le défilé ne durera qu'un jour. Mais la véritable obscurité commence maintenant. Pour comprendre ce qui attend Brenise, il faut détourner le regard du spectacle et observer le mécanisme qui le rend possible. Le triomphe romain n'a jamais été qu'une simple célébration. Rome le présentait comme un honneur exceptionnel, un prix accordé à des généraux extraordinaires, mais en réalité, c'était une cérémonie soigneusement conçue pour réécrire la réalité. En un seul jour, la ville transformait une guerre longue et confuse en un récit simple. Rome vainc, Rome domine, Rome a raison. Tout le reste devait disparaître. C'est pourquoi le triomphe était au même temps un rituel religieux, une déclaration politique et une arme psychologique. Le général défilait comme plus qu'un homme. Son visage était couvert de pigments rouges, évoquant l'image de Jupiter, et pendant quelques heures, il lui était permis d'occuper un espace quasi divin. La foule ne voyait pas un stratège fatigué ni un politicien ambitieux. Elle voyait Rome incarnée, mais aucun dieu ne marche seul. Le pouvoir du triomphe dépendait de ce qui marchait derrière le général. Le butin, les étendards capturés, les représentations de villes soumises et les prisonniers. Pas n'importe quel prisonnier. La masse anonyme des vaincus ne servait pas à ce théâtre. Cela pouvait disparaître sans cérémonie, absorbé par le vaste système romain. Le triomphe exigeait des visages reconnaissables, des corps que le public pouvait associer à des noms, des histoires, des menaces vaincues. Un soldat vaincu ne prouve rien, un roi vaincu en dit plus. Une reine vaincue dit tout. Une femme qui avait gouverné, qui avait parlé au nom d'un peuple marchant enchaîné, forcé de soutenir le regard tandis que la foule juge, c'était l'image parfaite. Non seulement elle montrait la victoire militaire, elle montrait qu'aucun rang, aucun lignage, aucune dignité ne survivait à la volonté de Rome. De là naissait une cruelle paradoxe. Les captifs royaux ne pouvaient être détruits trop tôt. Ils devaient arriver vivants. Ils devaient encore ressembler à ce qu'ils avaient été. Une reine méconnaissable, malade ou incapable de marcher était un échec scénique. Mais une reine fière, intacte à l'intérieur, l'était aussi. Le système avait besoin de quelque chose d'intermédiaire, quelqu'un qui semblait encore réel, mais qui ne l'était plus. Cette nécessité a donné forme à un processus qui apparaît rarement dans les textes de célébration. Entre la capture et le défilé, il existait une phase longue, délibérée, conçue avec une précision qu'aujourd'hui nous appellerions institutionnelle. Ce n'était ni de l'improvisation ni un excès individuel. C'était une pratique affinée par des générations de conquêtes. Pendant ce temps, les prisonniers de grande valeur étaient séparés des autres. On leur donnait suffisamment de nourriture, un abri adéquat, des soins médicaux de base. Non par compassion, mais par investissement. Le corps devait être préservé. L'esprit, en revanche, était considéré comme un terrain ouvert. L'objectif n'était pas de provoquer une rupture immédiate, mais une usure constante. Un goutte à goutte de rappel, de dépendance
de vulnérabilité, de perte de contrôle. Chaque geste quotidien faisait partie d'une leçon plus vaste. Dormir, s'habiller, manger, bouger, tout se déroulait sous permission. Tout renforçait une vérité centrale. La vie ne continuait que parce que Rome le permettait. Cette méthode présentait des avantages clairs. Un prisonnier brisé trop tôt pouvait devenir imprévisible. Un autre qui se détériorait lentement apprenait à s'adapter, à anticiper, à obéir avant qu'on ne le lui demande. Le système ne cherchait pas des cris, il cherchait un silence fonctionnel. C'est ainsi qu'on explique pourquoi le vrai châtiment ne commençait pas sur les marches du temple, ni ne se terminait avec le rugissement de la foule. Il commençait ici, dans les camps, sur les routes, pendant les mois invisibles où personne n'applaudissait. Brenise ne connaît pas encore tous les détails, mais elle perçoit déjà la logique qui se referme autour d'elle. 8 mois non pour la tuer, mais pour la redéfinir. 8 mois pour vider son identité et la remplir d'une version utile. Tandis qu'elle avance vers la tente du général, elle comprend quelque chose de plus. Rome ne craint pas les corps rebelles, elle craint les significations rebelles. Et elle, toujours, reste une signification dangereuse. La tente du général est plus grande que la maison où Brenise a passé son enfance, avant que la couronne ne la sépare du monde ordinaire. Ce détail, trivial en apparence, s'ancre en elle comme une certitude. Même vaincue, elle continue de vivre à une échelle que Rome contrôle entièrement. Ici, le pouvoir n'a pas besoin de crier. Il se manifeste dans l'espace, dans le silence, dans le confort excessif. Les parois de toile sont couvertes d'étoffes orientales. Le sol, amorti par des tapis qui n'appartiennent ni à ce climat, ni à cette guerre. Des braseros allumés parfument l'air de bois doux, comme si le camp n'était pas une extension de violence, mais un salon civilisé déplacé par caprice. Tout est conçu pour nier la brutalité qui le soutient. Derrière une table couverte de cartes se trouve Germanicus. Brenise le reconnaît avant qu'il ne parle. Elle a vu son visage frappé sur des monnaies, sculptées dans la pierre, répétées dans les récits que Rome fait circuler sur elle-même. Il est plus jeune qu'elle ne l'attendait, fort, contenu, avec le regard de quelqu'un habitué à calculer les conséquences sans les ressentir. Il n'y a pas de fureur dans son expression. Ce serait trop humain. Il y a de l'évaluation. « La reine de Cappadoce », dit-il, avec une courtoisie si polie qu'elle en est troublante. « J'attendais ce moment. » Elle n'incline pas la tête. Non par défi, mais parce qu'elle a déjà compris que la soumission visible n'achète pas l'indulgence. Germanicus n'a pas besoin de gestes. Il a besoin de résultats. Il parle d'années perdues, de soldats morts, d'alliances brisées. Il énumère le coût de la résistance comme quelqu'un qui parcourt un compte. Il n'y a pas d'accusation dans son ton, juste de la comptabilité. Quand il affirme que son royaume n'existe plus, il ne le fait pas pour la blesser. Il le fait parce que, pour lui, c'est un fait administratif. Tout a été effacé, dit-il finalement. Sauf toi. Ce mot s'installe entre eux. Sauf. Brenise comprend le message complet avant qu'il ne le termine. Sa vie n'est pas un reste accidentel. C'est une ressource préservée. Germanicus le lui explique sans détour. Elle est précieuse parce qu'elle marche, parce qu'elle respire, parce qu'elle se souvient de qui elle était. Quand elle avancera enchaînée dans les rues de Rome, chaque pas dira ce que 7 ans de guerre n'ont pu dire, que même une reine qui a défié les légions finit sous contrôle. Après le défilé, ajoute-t-il avec une légèreté qui glace le sang, tout dépendra de ton comportement. Brenise demande ce qui se passera pendant les mois qui précèdent en ce jour. La réponse n'arrive pas comme une menace, mais comme une promesse ambiguë. Elle sera soignée, nourrie, vêtue de manière appropriée, maintenue dans des conditions optimales. Tout semble raisonnable, et c'est précisément pour cela que c'est terrifiant. Car dans cette liste n'apparaît pas le mot liberté, ni dignité, ni volonté, seulement utilité. Germanicus se lève et s'approche. Les gardes reculent, la laissant seule face à l'homme qui décide de sa valeur. Il lui explique quelque chose de fondamental, quelque chose que Rome considère comme évident et que les vaincus tardent à comprendre. Elle n'est plus une personne en termes légaux. Elle est la propriété de l'État, temporairement assignée à sa garde. « Tu ne comprends pas encore », dit-il calmement, « mais tu comprendras. » Il lui parle du voyage,
6 mois vers Rome, 6 mois accompagnant le haut commandement, logé comme il convient à une captive importante. Et puis il mentionne d'autres aspects de sa situation. Il ne les nomme pas. Ce n'est pas nécessaire. Son silence est chargé de sens. Brenise ressent alors quelque chose de plus profond que la peur. Elle ressent la certitude qu'elle n'affronte pas un homme, mais une structure. Germanicus n'a pas besoin d'être cruel. Le système l'est déjà pour lui. Avant de la congédier, il lui assigne un surveillant, un centurion nommé Marcus Cornelius. Il sera responsable de ses soins et de sa préparation. Le mot retombe comme un sceau. Quand on l'a fait sortir de la tente, Germanicus a déjà commencé à dicter une autre lettre. Sa voix continue, ferme, lointaine, comme si Brenise avait cessé d'exister à l'instant précis où sa fonction avait été définie. Tandis qu'on la ramène, elle comprend la règle centrale de ce monde. Rome n'a pas besoin de détruire ce qu'elle peut administrer. Et elle vient d'être incorporée à l'inventaire. Marcus Cornelius ne ressemble pas à ce que Brenise attendait. Quand elle le voit pour la première fois, elle ne trouve sur son visage ni la dureté ostentatoire des gardes, ni la distance polie des officiers. C'est un homme d'une quarantaine d'années, aux mains marquées par le travail et aux cicatrices qui ne cherchent pas à impressionner. Ses yeux, cependant, s'arrêtent sur elle d'une manière différente, non pas avec indulgence, non pas avec désir, avec reconnaissance. La tente assignée à Brenise est petite, fonctionnelle. Un grabat, un bol d'eau, un coffre avec des vêtements qu'elle n'ose pas encore toucher. Ce n'est pas un luxe, mais pas une cellule non plus. C'est un espace conçu pour la maintenir en vie sans lui permettre d'oublier où elle se trouve. « Je suis Marcus Cornelius, dit-il. On m'a assigné ta préparation. » Brenise répète le mot dans son esprit. Préparation. Chaque fois qu'elle l'entend, il acquiert un sens nouveau, plus étroit, plus précis. Elle lui demande, sans détour, ce que cela implique exactement. Marcus met du temps à répondre. Ce silence est différent de celui de Germanicus. Ce n'est pas du calcul, c'est un choix. La réponse officielle, dit-il finalement, est que je dois m'assurer que tu restes en bonne santé, présentable et capable d'accomplir le parcours du défilé. Et la réponse non officielle? Marcus l'observe attentivement, comme s'il évaluait ce qu'il peut dire sans causer de dommages immédiats. La réponse non officielle est que le général et ses officiers croient que la conquête de ton royaume leur donne droit à quelque chose de plus que son trésor. Il n'utilise pas de mots explicites. Il n'en a pas besoin. Le ton suffit. Brenise comprend que la langue romaine a une capacité extraordinaire à envelopper la réalité dans des termes acceptables. Hospitalité, service, attention. Chaque euphémisme est une couche de plus qui protège ceux qui commandent de ce qu'ils font réellement. « Et si je refuse ?» demande-t-elle. Marcus ne baisse pas le regard. Alors tu entrerais dans la juridiction d'un autre homme, un préfet nommé Gaius Varro. Il est spécialisé dans l'obtention d'une coopération rapide. Le nom tombe comme une ombre. Marcus ne décrit pas les méthodes. Il ajoute seulement qu'elles sont généralement efficaces et qu'elles laissent rarement quelqu'un en état de remplir une fonction publique pendant longtemps. Le système préfère l'éviter, non par humanité, mais par commodité. Mon approche est différente, poursuit-il. J'explique les options. Toutes sont mauvaises. Certaines sont pires que d'autres. Cette honnêteté désarme Brenise plus que n'importe quelle menace. Un geôlier qui reconnaît l'absence d'issue est plus dangereux qu'un autre qui promet des punitions vagues. Marcus ne lui offre pas d'espoir, il lui offre de la clarté. « Que recommandes-tu » demande-t-elle, sachant que la réponse l'engagera. Coopérer dans le visible, ne pas provoquer d'escalade, préserver ton corps et ton esprit jusqu'au défilé. Après, parfois, il y a d'autres issues. Exil, survivre comme une ombre? Marcus ne le définit pas. Il affirme seulement que des cas se sont produits, rares, imprévisibles, mais possibles. Brenise comprend alors que sa lutte ne sera pas frontale. Elle ne peut pas gagner en résistant ouvertement. Elle ne peut pas non plus disparaître. Elle doit apprendre à paraître ce que Rome attend sans le devenir entièrement. Une performance constante, maintenue pendant des mois. « Je veux que tu survives », dit Marcus, presque comme s'il se le permettait à lui-même. « Non pas parce que j'ai de l'affection pour toi, mais parce que j'ai vu trop de fins inutiles. » Quand il part, Brenise reste seule avec le coffre et une nouvelle certitude. Sa captivité a des règles, et les règles peuvent être étudiées.
Rome a transformé la destruction en procédure. Mais toute procédure laisse des fissures. Et dans ces fissures, si elle est prudente, elle pourra peut-être cacher quelque chose d'elle-même. Le premier dîner n'est pas annoncé comme une menace. Il arrive comme une formalité. Marcus l'informe avec la même voix neutre que celle avec laquelle on énumère les horaires et les itinéraires. Ce soir-là, elle devra se présenter devant les officiers. Elle sera vêtue de manière appropriée. Elle devra se comporter de manière appropriée. Les mots flottent entre eux avec une ambiguïté calculée. Brenise acquiesce. Elle a appris que poser des questions au mauvais moment accélère des processus qu'il ne convient pas de réveiller. Quand Marcus part, elle ouvre le coffre. Les vêtements ne sont pas les siens. Ils n'appartiennent ni à sa culture ni à son histoire. C'est une version d'elle-même filtrée par le regard romain. Des tissus légers, des couleurs qui évoquent un Orient domestiqué, des ornements qui transforment le corps en surface de lecture. Ce n'est pas un uniforme, c'est un message. Un rappel que même son apparence ne lui appartient plus. On la conduit à la tombée de la nuit. La tente du général a changé. Là où il y avait auparavant des cartes et des documents, il y a maintenant des divans, des coupes, des lampes qui projettent une lumière douce, presque indulgente. La guerre a été retirée de l'espace visible, comme si elle n'avait jamais existé. Brenise comprend que c'est l'une des astuces les plus efficaces du pouvoir, feindre la normalité au cœur de l'inacceptable. Les officiers sont allongés, vêtus comme des civils. Ce n'est pas un hasard. L'absence d'armure vise à effacer la hiérarchie explicite, à transformer la scène en une réunion entre égaux. Mais Brenise ne se trompe pas. L'égalité est une illusion soigneusement mise en scène. Germanicus la présente par une phrase brève, presque généreuse. Il la nomme comme si elle était un présent culturel, un détail exotique qui rehausse la soirée. Certains hommes l'observent avec une curiosité distante, d'autres avec une attention plus intense, plus possessive. L'un d'eux, mince, aux yeux vifs et patients, ne la quitte pas des yeux un instant. Brenise reconnaît le danger avant de connaître son nom. On lui tend une carafe, elle doit servir le vin. Le geste est simple, s'incliner, remplir les coupes, reculer. Mais chaque mouvement est chargé de sens, une reine transformée en intermédiaire du plaisir d'autrui. Chaque pas est une leçon silencieuse, pas de coups, pas de cris. Seulement la certitude que sa présence a été reconfigurée. Tandis qu'elle se déplace entre les divans, Brenise se concentre sur la seule chose qu'elle puisse contrôler, observer, qui parle trop, qui se tait, qui regarde le général pour chercher son approbation, qui l'évite. L'information s'accumule, petite, fragmentaire, mais constante. Une carte invisible commence à se former. Quand elle s'approche de l'homme aux yeux attentifs, il lui prend le poignet avec suffisamment de douceur pour ne pas attirer l'attention. La pression est précise, calculée, un message privé. « Tu n'as pas tout à fait accepté », murmure-t-il. « Tu es encore ailleurs. » Brenise ne répond pas. Elle garde le visage neutre. Elle a appris que nier est inutile. L'homme sourit à peine. Il lui fait comprendre que la méthode est toujours une question de temps, que la différence entre préserver et briser n'est qu'une décision administrative. Il la relâche. La soirée continue. La musique apparaît. Les rires s'intensifient. L'ambiance se densifie. Brenise accomplit ce qui est attendu d'elle sans résistance visible. Non pas parce qu'elle a cédé, mais parce qu'elle comprend que cette nuit ne consiste pas à gagner. Elle consiste à ne pas tout perdre. Quand on la ramène finalement à sa tente, le silence pèse plus lourd que n'importe quel son précédent. Elle se lave les mains avec soin, comme si l'eau pouvait emporter plus que la poussière du chemin. Elle s'assied sur le grabat. Elle reste immobile pendant un long moment. Elle ne pleure pas. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce qu'elle a pris une décision. Pleurer serait une concession privée qui ne produirait aucun bénéfice. Au lieu de cela, penser lui rend un minimum de sensation de contrôle. Elle a survécu à la première leçon. Elle a vu le mécanisme de l'intérieur. Elle sait maintenant que le système ne cherche pas sa destruction immédiate, mais son adaptation. Il veut qu'elle apprenne à exister dans des limites étroites, à fonctionner sans briser la forme. Et tandis qu'elle s'allonge, épuisée mais alerte, Brenise se promet quelque chose en silence.
Elle fera tout ce qui est nécessaire pour arriver vivante au défilé. Mais elle ne permettra pas que ce soit la fin de son histoire. Le lendemain matin arrive sans drame et c'est ce qui le rend plus inquiétant. Marcus entre dans la tente accompagné d'un médecin. Pas de reproches ni de commentaires. Tout est géré avec une normalité presque bureaucratique, comme si la nuit précédente n'avait été qu'une formalité de plus dans une longue liste. Le médecin examine Brenise avec une précision distante, attentif aux signes visibles, posant juste ce qu'il faut. Elle répond de la même manière, sans fioriture, sans émotion. Tous deux participent au même accord tacite. Ne pas nommer ce qui n'a pas besoin de nom. Elle est en état, conclut le médecin. Elle pourra remplir ce qui sera requis. Accomplir. Un autre mot qui s'ajoute au vocabulaire de la captivité. Quand l'homme s'en va, Marcus reste. Il s'assied sur le bord du coffre et l'observe avec une expression difficile à lire. « Tu as survécu », dit-il. Brenise le regarde. Y avait-il un doute ? Il y en a toujours un. Certaines personnes ne supportent pas le premier ajustement. Elles résistent, tentent de reprendre le contrôle de manière qui ne font qu'aggraver leur situation. Marcus parle sans jugement, comme s'il décrivait des statistiques connues. « Toi, tu ne l'as pas fait. »« Ça ne m'intéresse pas de me briser, » répond-elle. « Ça m'intéresse de rester en vie. » Marcus acquiesce. « Alors tu as besoin d'une stratégie. » Le mot résonne avec force. Stratégie est un terme que Brenise connaît bien. Elle l'a utilisé pendant des années pour défendre son royaume. Jamais elle n'aurait imaginé qu'elle devrait l'appliquer pour défendre quelque chose d'aussi réduit que sa propre existence. Elle lui explique sa pensée avec soin. Germanicus a besoin qu'elle arrive au défilé visible, reconnaissable. Il a besoin que le public voie une reine vaincue, pas un corps vide ni une figure défiante. Trop de brisure la rend inutile, trop de fermeté, dangereuse. « Mon intention, dit Brenise, est de paraître vaincu sans l'être tout à fait. » Marcus l'écoute avec une attention totale. Il ne l'interrompt pas. Quand elle a fini, il acquiesce lentement. Cet équilibre est difficile. Beaucoup ont essayé. Peu y parviennent. Pourquoi les autres échouent-ils ? Parce que l'usure s'accumule, répond-il. La pression n'est pas constante, elle est intermittente et cela prête à confusion. Il y a des jours calmes qui font croire que tout est terminé, et puis les exigences reviennent. Sans un motif clair de résister, l'esprit cède. Cette phrase lui reste gravée. Un motif clair. Brenise se rend compte que jusqu'à présent, elle n'a fait que réagir. Elle a survécu minute par minute, nuit après nuit. Mais cela ne suffit pas pour tenir des mois. Tu as besoin de quelque chose auquel te raccrocher, continue Marcus. Quelque chose qui ne dépende pas d'eux. Quand il part, Brenise reste seule avec cette idée. Elle cherche en elle, mais ce qu'elle trouve est vide. Son royaume a disparu. Sa lignée a été coupée. Son fils est mort lors du siège. Sa fille a été emmenée quelque part qu'elle ignore. Il ne reste aucune vengeance possible, aucune gloire à préserver. Pour la première fois depuis sa capture, elle ressent une menace différente, plus silencieuse que la peur. L'absence de but. 3 jours plus tard, l'armée commence la marche vers l'ouest. Le mouvement est ordonné, presque hypnotique. Colonnes interminables de soldats, chariots chargés de butin, prisonniers enchaînés avançant au rythme imposé par Rome. Brenise voyage dans un chariot couvert, protégé du soleil et de la pluie, confortable selon les standards militaires, et pourtant indéniablement une prison. Chaque secousse du chemin lui rappelle qu'elle ne décide pas où elle va. Elle ne voyage pas seule. Dans le chariot, il y a 3 autres captives, 2 femmes âgées, nobles de Cappadoce, et une fillette d'une 12aine d'années. Les femmes adultes parlent peu. Leurs regards sont éteints, leurs réponses sont automatiques. Elles ont appris à exister sans attente. Elles ont accepté leur place comme une condition permanente. La fillette, non, elle observe, écoute. Ses yeux suivent le mouvement des gardes, les signaux entre soldats, les changements dans le rythme de la colonne. Elle ne se comporte pas comme quelqu'un qui a renoncé à comprendre. Un jour, alors que les autres dorment, la fillette rompt le silence. « Tu comptes des choses, dit-elle, comme si tu les gardais pour plus tard. » Brenise ne le nie pas. Elle la regarde attentivement. Sur ce jeune visage, elle reconnaît quelque chose d'étrangement familier. L'intelligence qui n'a pas encore été punie par le monde.
« Je m'appelle Ariadne », ajoute la fillette. « Je peux écouter sans qu'on me remarque. Les hommes parlent près de moi comme si je ne comprenais pas. » Quelque chose bouge à l'intérieur de Brenise. Une sensation ténue, presque oubliée. Ce n'est pas encore de l'espoir. C'est la possibilité que son but ne soit pas perdu, seulement déplacé. Pour la première fois depuis la capture, elle sent qu'elle n'est pas complètement seule. Le chemin vers l'ouest devient routine, et la routine est une forme d'usure que Rome maîtrise avec précision. Les jours se succèdent sans marque claire. Aube, marche, pause, marche de nouveau. Le chariot avance comme si le temps lui-même avait été attelé aux roues. Brenise apprend à mesurer les heures par la fatigue du corps, par le ton des voix des soldats, par le moment exact où le soleil cesse de châtier la toile et l'air devient respirable. Ariadne s'assied devant elle, presque toujours en silence. Elle ne joue pas. Elle ne se distrait pas. Elle observe. Un après-midi, alors que les deux femmes âgées dorment profondément, la fillette reparle. Elle ne le fait pas avec l'urgence de quelqu'un qui cherche du réconfort, mais avec la précision de quelqu'un qui partage une découverte. L'un des centurions change toujours de garde tard, dit-elle à voix basse. Un autre doit de l'argent à un homme de l'état-major, et le scribe du général boit plus qu'il ne le devrait quand il croit que personne ne le voit. Brenise l'écoute avec une attention totale. Elle n'interrompt pas, elle ne corrige pas. Elle laisse Ariadne énumérer les détails comme quelqu'un qui place des pièces sur une table invisible. Elle ne sait pas encore quelle utilité aura cette information, mais elle en comprend la valeur. Dans un système qui prétend les réduire à des objets passifs, se souvenir et comprendre est déjà une forme de résistance. « Pourquoi fais-tu cela ?» demande-t-elle finalement. Ariadne hésite une seconde. « Parce que personne ne m'a appris à ne pas le faire. » La réponse la secoue. Brenise se souvient de sa propre enfance, avant que la couronne ne lui exige la modération, avant d'apprendre à cacher son esprit derrière des gestes acceptables. Elle se souvient de ce qu'il en coûte de conserver l'intelligence dans un monde qui punit ceux qui la montrent. Alors, quelque chose de nouveau commence. Pas un plan complet, pas une conspiration. À peine un accord silencieux. Ariadne écoute. Brenise organise. Ensemble, elles commencent à construire une carte invisible du pouvoir qui les entoure. Qui commande vraiment? Qui obéit seulement? Qui craint de perdre sa position? Qui pourrait être utile et qui doit être évité à tout prix? Elles ne cherchent pas à s'échapper. Toutes deux savent que c'est impossible. Elles cherchent quelque chose de plus subtil, une marge. Les dîners continuent, espacés mais inévitables. Brenise joue son rôle avec l'exactitude que le système attend. Elle ne se fait pas remarquer. Elle ne provoque pas. Elle ne donne pas à Varro l'occasion qu'il semble attendre avec une patience calculée. Elle apprend à doser sa présence, à paraître docile sans disparaître tout à fait. Marcus observe de loin. Leurs conversations avec Brenise deviennent plus longues pendant les trajets tranquilles. Ils ne parlent pas de ce qui se passe au dîner. Ils parlent de philosophie, d'histoire, de la façon dont Rome justifie ses actions par le langage. Marcus lui explique que l'Empire ne se voit pas comme cruel, mais comme nécessaire, que chaque acte est enveloppé d'une logique qui l'absout avant d'être jugé. « Il ne croit pas détruire », dit-il une nuit. « Il croit t'ordonner. » Cette phrase s'installe en Brenise comme une clé. Rome ne se définit pas par le mal qu'elle cause, mais par l'histoire qu'elle raconte sur elle-même. Et les personnes comme elle n'existent que dans la mesure où elles s'inscrivent dans ce récit. Au fil des semaines, quelque chose change en Brenise. Ce n'est pas que l'horreur diminue, c'est qu'elle cesse de la consumer entièrement. Il y a maintenant une tâche, une vigilance constante, une raison de garder l'esprit éveillé. Ariadne devient plus qu'une compagne de captivité. Elle devient une responsabilité. Peut-être, pense Brenise, que c'est le but dont parlait Marcus. Ne pas survivre pour redevenir reine. Ne pas survivre pour se venger. Survivre pour empêcher le système de dévorer quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui pourrait encore avoir un avenir différent. Le voyage continue. Rome se rapproche lentement, comme une idée qui grandit jusqu'à occuper tout l'horizon. Et tandis que le chariot avance, Brenise comprend quelque chose de fondamental. L'Empire peut contrôler son corps, son destin immédiat, même son nom. Mais tant qu'elle peut penser, se souvenir et transmettre, il ne l'a pas encore complètement effacé. Quand l'armée entre dans la péninsule italique, l'atmosphère change.
Il n'y a pas d'annonce formelle, aucun geste qui marque le moment exact, mais tous le sentent. Les chemins sont mieux entretenus, les villes sont plus denses, les accents des soldats deviennent familiers, moins âpres, comme s'ils rentraient déjà chez eux avant d'arriver. Pour les vainqueurs, c'est le début de la fin. Pour les captifs, c'est la phase la plus dangereuse. La proximité de Rome accélère tout. Les exigences deviennent plus fréquentes. Les dîners cessent d'être des exceptions et s'intègrent au rythme de la marche. Non pas avec une brutalité ouverte, mais avec une normalisation inquiétante. Brenies comprend maintenant la conception complète. Quand quelque chose se répète suffisamment, cela cesse de paraître extraordinaire. Le système n'a pas besoin d'écraser, il a seulement besoin d'habituer. Varro observe. Il n'intervient pas. Il ne provoque pas. Il attend. Sa patience est méthodique, presque académique. Brenies sait qu'il ne cherche pas une faute évidente, mais une fissure émotionnelle, un geste déplacé, une fatigue mal dissimulée. Tout indice qu'elle conserve encore une volonté qui pourrait être brisée de manière plus efficace. Elle ne la lui donne pas. Elle a appris à contrôler le rythme de sa propre usure, à se montrer présente mais non réactive, à accepter sans paraître reconnaissante, à résister sans montrer d'opposition. C'est une performance continue, épuisante, qui exige une vigilance interne constante. Marcus la voit. Il ne dit rien, mais il la voit. Un après-midi, pendant une longue pause près d'un port important, quelque chose d'inattendu se produit. Une femme se présente devant le chariot de Brenies accompagnée d'une escorte, mais sans l'attitude de celle qui garde ou est gardée. Elle se déplace avec une autorité silencieuse, indiscutable. Elle se présente comme Antonia Minor. Brenies reconnaît le nom immédiatement. Elle n'a pas besoin de confirmation. La mère du général, une figure sans fonction officielle et avec un poids politique impossible à ignorer. Sa présence ici ne peut être fortuite. Antonia s'assied sans demander la permission. Le geste est délibéré. Elle ne la traite pas comme une prisonnière, ni comme une égale. Elle la traite comme quelqu'un qui mérite d'être évalué. « J'ai lu les rapports de mon fils », dit-elle. « Ils disent, Gans, que tu coopères, mais pas tout à fait. » Brenies ne s'excuse pas. Elle répond calmement. Elle parle de son éducation, de son royaume, de ce qu'était la Cappadoce avant de devenir une province. Elle ne se défend pas, elle expose. Antonia écoute avec une attention aiguë, comme quelqu'un qui mesure l'utilité plus que la sympathie. « Tu as trouvé une raison de résister », conclut Antonia. « Cela te maintient fonctionnel. » Brenies décide de ne pas mentir. Elle lui parle d'Ariadne, de la fillette, de son intelligence, de sa fragilité, de la possibilité de sauver au moins une vie de la machine qui en a déjà dévoré tant. Antonia ne réagit pas immédiatement. Elle se lève, lisse son manteau, et avant de partir, elle dit quelque chose qui n'est ni une promesse ni une menace. C'est une observation. Après le défilé, il y a toujours des réajustements. Quand elle part, Brenies ressent tout le poids de ce qui vient de se produire. Elle a été vue, non pas comme un symbole, mais comme une ressource ayant son propre but. Cela peut la sauver ou la détruire. Le dernier mois est le plus difficile. La pression augmente. Germanicus exige la perfection. Le récit que Rome va montrer doit être impeccable. Brenies devient une figure répétée. Posture, pas, regard. Tout se prépare pour le moment public. Pendant ce temps, elle continue de recueillir des informations, les partageant avec Ariadne, lui apprenant à observer sans s'exposer. Elle ne survit plus seulement pour elle. Elle survit pour maintenir une autre personne hors du vide qu'elle connaît trop bien. Et même si le coût reste élevé, elle a maintenant un axe, quelque chose qui soutient le poids. Rome est proche. Et avec elle, le jour où tout devra se résoudre en une seule image. Il reste une semaine avant le défilé lorsque Marcus rompt la routine. Il le fait sans cérémonie, à voix basse, comme s'il partageait un détail mineur. Mais Brenies reconnaît immédiatement le changement dans sa posture. Quelque chose s'est déplacé au centre du système, et quand cela se produit, les ondes atteignent les marges. « Des instructions de l'empereur sont arrivées, dit-il. Tu ne seras pas éliminé après le triomphe. » La phrase met du temps à s'ancrer. Brenies ne sourit pas, elle ne soupire pas,
Elle a appris que les bonnes nouvelles, à Rome, cachent souvent des conditions plus lourdes que les mauvaises. « Tibère croit que tu peux être utile vivante », poursuit Marcus. « La Cappadoce reste instable. Une ancienne reine qui accepte l'autorité romaine, qui vit confortablement sous sa protection, est un message puissant. » Brenise comprend le cadre complet avant qu'il ne le termine. Il ne s'agit pas de miséricorde, il s'agit de pédagogie impériale. Rome veut montrer que la résistance mène à la ruine et la soumission à la survie. Elle en serait la preuve vivante. « Et si je refuse ?» demande-t-elle. Marcus n'élude pas la réponse. « Alors tu cesses d'être précieuse. L'issue traditionnelle s'applique. » Brenise pense à Ariadne. Elle pense aux femmes du chariot, à ce qui leur arriverait si elle disparaît du calcul politique. Rome ne négocie pas avec l'insignifiant. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» demande-t-elle. Des lettres, des conseils, des informations, des mots écrits en son nom, adressés à d'anciens sujets, recommandant le calme, l'obéissance, l'adaptation. Un rôle soigné, civilisé, qui remplace la violence ouverte par une voie connue. La trahison, comprend Brenise, ne serait pas un acte ponctuel. Ce serait une occupation prolongée. Elle garde le silence un long moment. Marcus ne la presse pas. Il sait que ce genre de décision ne se prend pas sous la menace directe, mais sous la logique du dommage comparé. « Je peux offrir quelque chose de plus », dit-elle finalement. Marcus la regarde avec une attention renouvelée, la connaissance. Des détails que les administrateurs romains n'ont pas encore. Des routes cachées, des réseaux de loyauté, des tensions internes qui n'apparaissent pas dans les rapports officiels. Des informations qui permettraient de contrôler la province avec moins de bruit, moins de châtiments visibles. Un ordre plus efficace. Le prix qu'elle demande n'est pas de l'or. « Je veux Ariadne avec moi », dit-elle. « Je veux l'éduquer, la préparer à une vie qui ne dépende pas de ce système, et je veux que les autres femmes du chariot soient assignées à des foyers où elles ne seront pas traitées comme des déchets. » Marcus ne promet rien, il ne peut pas, mais il ne rejette pas non plus la proposition. « Je porterai cela à ceux qui décident. » Quand il part, Brenise reste seule, confrontée à l'équation finale. Vivre signifiera collaborer. Collaborer signifiera accélérer la disparition de ce qui reste de son monde. Mourir signifierait préserver une pureté qui ne sauvera plus personne. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Le jour du défilé se lève clair. Brenise est préparée par des mains expertes. Ses cheveux, qui ont poussé pendant le voyage, sont coiffés à la manière de son ancien royaume. Ses vêtements ne sont pas romains, ils sont cappadociens. Rome a besoin que la foule reconnaisse ce qui a été vaincu. Les chaînes sont visibles, lourdes, symboliques. Quand elle commence à marcher, elle comprend le dernier niveau du mécanisme. Le parcours n'est pas court. Chaque rue est une leçon. Chaque pas, une affirmation du pouvoir d'autrui. La foule observe, commente, se moque, s'arrête. Certains attendent une figure brisée, d'autres, une bête humiliée. Elle offre quelque chose de différent. Elle marche avec la dignité qu'on lui a ordonné de conserver, mais elle s'autorise une interprétation propre. Elle ne baisse pas la tête. Elle ne défie pas. Elle existe. Et cette existence met plus mal à l'aise que Rome ne l'avait calculé. Près du forum, elle distingue Antonia dans la foule. Leurs regards se croisent à peine une seconde. Antonia acquiesce, rien de plus. Au temple, le général parle. Il proclame la victoire, il énumère les réussites. Et puis il annonce la décision impériale. La reine de Cappadoce vivra. Le murmure du public n'est ni applaudissement ni rejet. C'est de la surprise. Brenise respire. Elle a franchi le seuil. Elle est vivante. Mais elle comprend, avec une clarté implacable, que la survie qu'elle a choisie n'est pas une fin. C'est le début d'une autre forme de captivité, plus silencieuse, plus respectable et peut-être plus difficile à supporter. Après le défilé, le bruit s'éteint avec une rapidité déconcertante. Les foules se dispersent, les étendards sont rangés, les visages peints retrouvent leur couleur humaine. Le triomphe, qui pendant des heures avait semblé le centre du monde, devient un souvenir organisé pour être répété dans les discours et oublié dans ses conséquences. Pour Brenise, en revanche, rien ne se termine là. Seule, la forme de l'enfermement change. Elle est transférée à la maison d'Antonia Minor, sur une colline d'où Rome semble moins menaçante et plus inévitable.
La villa était spacieuse, ordonnée, silencieuse. Il n'y a pas de barreaux visibles, mais chaque porte rappelle que la liberté est une courtoisie révocable. On la traite avec une déférence qui ne prête pas à confusion. Elle n'est pas une invitée, elle est une preuve vivante de l'efficacité du système. Ariadne arrive avec elle. Ce détail petit pour Rome et tout pour Brenise. La fillette s'installe dans ses appartements, reçoit des tuteurs, apprend des langues et des chiffres, l'histoire et l'écriture. Elle grandit loin des chariots, loin de la poussière de la marche. Elle n'est pas entièrement libre, mais elle est à l'abri du destin qui attendait les autres. Brenise observe cette croissance avec un mélange de soulagement et de culpabilité qui ne se dissout jamais complètement. La coopération commence. Brenise écrit, parle, répond aux questions, indique des routes, explique des alliances, signale des tensions que Rome n'avait pas encore cartographiées. Chaque information livrée est un renoncement de plus, une ligne franchie. Elle se dit que l'occupation aurait été complète de toute façon, que sa connaissance réduit la violence visible, qu'elle échange des dommages majeurs contre des maux plus petits. Elle ne se convainc pas toujours. Mais elle continue. Les autres femmes du chariot ne disparaissent pas. Elles sont assignées à des maisons où le travail est dur, mais stable, où il existe des règles claires et non des improvisations cruelles. Ce n'est pas la justice, c'est la survie négociée. Marcus visite la villa en de rares occasions. Il n'a plus d'autorité sur elle, mais il conserve quelque chose de plus rare, une mémoire partagée. Il parle de ce qui s'est passé, sans le nommer, de ce qui continue sans rien promettre. Quand il rentre auprès de sa famille, Brenise sent qu'une étape se ferme définitivement. Les années passent. Ariane devient une jeune femme brillante, puis une femme libre par décision d'Antonia. Elle fonde une famille. Elle a des enfants qui ne sauront jamais tout ce qui a été évité pour qu'ils existent. Brenise leur enseigne des histoires de Cappadoce, des chansons anciennes, des fragments d'un monde que Rome croyait avoir entièrement effacé. Elle écrit aussi. Elle sait que ces textes ne porteront pas son nom, que d'autres historiens les absorberont, les citeront sans la citer. Elle accepte ce destin. Quand Antonia meurt, la position de Brenise devient fragile. Elle n'est plus une captive formelle, mais pas non plus une citoyenne. Elle vit dans les marges respectables de l'Empire, soutenue par son utilité intellectuelle et par le réseau de relations qu'elle a tissé avec patience. Elle n'est pas reine, elle n'est pas esclave. Elle est quelque chose d'intermédiaire, difficile à classer, et c'est pourquoi elle est tolérable. Dans sa vieillesse, Marcus la revoit une dernière fois. Il parle du passé comme on parle d'une tempête lointaine, sachant qu'aucune explication ne la rend juste. Il lui demande si elle regrette. Brenise met du temps à répondre. « Je regrette d'avoir dû choisir », dit-elle à la fin. « Je regrette un monde où survivre exige des concessions que personne ne devrait faire. Mais je ne regrette pas d'avoir vécu, car les vivants peuvent prendre soin, enseigner, se souvenir. Les morts, non. Quand elle meurt, il n'y a ni honneur ni annonce. Elle est enterrée selon les coutumes de sa terre, avec des rites que Rome n'a jamais compris. La pierre tombale ne dit pas reine, elle ne dit que son nom. Et pourtant, quelque chose demeure. Cela demeure en Ariane, dans les enfants d'Ariane, dans les textes anonymes qui décrivent un royaume qui a existé avant d'être province. Cela demeure dans la compréhension que le triomphe n'a pas été la fin du châtiment, mais son masque le plus visible. Brenise a survécu. Non comme une victoire, non comme une absolution, mais comme une forme complexe de résistance. Dans un système conçu pour détruire les significations, elle a réussi à en conserver certaines. Et parfois, c'est le maximum que l'histoire permet.